traitons des faits réels. Exemple, l'homosexualité à Bamako, la délinquance juvénile à Bamako, les paludismes chez les enfants de moins de 5 ans, la formation des couples à Bamako, les travailleuses du sexe à Bamako. Voilà, ça, ce sont des problèmes qui posent aux hommes dans la société. Les sociologues traitent généralement ces problèmes. Ils sont vraiment des faits sociaux. Ils sont des faits sociaux. C'est ça la différence entre un sociologue et un philosophe. Les philosophes, franchement, ils touchent à tout. C'est une science à part, ils touchent à tout. Même les questionnements, quand vous prenez un Épicure, par exemple, il va dire quand nous sommes, la mort n'est pas, quand la mort est, nous ne sommes plus. Et quand vous prenez Platon, il va parler du monde sensible et du monde intelligible. Ils vont jusqu'à s'intéresser à l'au-delà. Mais nous, sociologues, on ne s'intéresse pas à ça. Nous nous intéressons à des faits réels. Et la sociologie, d'ailleurs, est apparue à la suite des crises. Quand il y a eu des crises dans les différentes sociétés, la crise la Révolution française de 1789, par exemple, les gens ont imaginé, est-ce qu'il ne faut pas trouver une science qui puisse trouver des solutions à nos problèmes sociaux? Donc, la sociologie répondait bien à cette critère. À l'image d'un médecin qui est dans les structures de santé, les sociologues, tout court, traitent les problèmes sociaux. Nous, on n'ausculte pas comme un médecin. Notre ausculté chez nous, c'est diagnostiquer les maux de la société et proposer des solutions. Et quand vous proposez des solutions, vous êtes en train de soigner. C'est pourquoi on réfléchit souvent par analogie. On compare souvent les médecins, les sociologues à un médecin. C'est assez niveau. Les sociologues, ils traitent des maux sociaux, ils proposent des solutions. Maux sociaux. Donc, c'est un peu ça, l'histoire de la sociologie générale. Je vais certainement me résumer très rapidement. L'année 1830, c'est les repères. C'est là où la sociologie générale est née, avec Auguste Comte. Avant 1830, c'est la période des précurseurs où la sociologie n'était pas encore née, mais il y avait des embryons de sociologie. Et Platon, par exemple, a travaillé sur l'État. Donc, dans cette œuvre, il y a des embryons de sociologie. Et vous êtes médecin, je crois que vous connaissez ce que c'est qu'un embryon. Ça veut dire que c'est un état de formation. Voilà. Et à partir de là, la sociologie est née. Le père fondateur de la sociologie, c'est lui, Auguste Comte. Il est français. Donc, après lui, il y a eu d'autres auteurs. Max Weber, il est allemand, Herbert Spencer et Karl Marx et Durkheim. Et ce sont ces deux, et voire ces quatre même qui ont internationalisé la sociologie. Et quand la sociologie est née maintenant, nous ne sommes plus dans la sociologie générale, on va maintenant s'attaquer aux différentes branches de la sociologie. Quand elle est née en tant que sociologie générale, il y a eu plusieurs branches, et parmi ces branches-là, il y a la sociologie de la santé. Donc, je peux vous citer quelques branches. Il y a la sociologie de l'éducation, il y a la sociologie rurale, sociologie urbaine, sociologie du développement, sociologie politique, sociologie des enfants, de l'adolescent, de la famille, sociologie de l'eau, sociologie de la mort, et voilà. Il ne s'agit pas d'étudier la mort en tant que telle, mais quel est l'impact de quelqu'un qui est décédé, quel effet les proches de quelqu'un qui est décédé, quel effet ils ont quand ils perdent un parent. On s'intéresse à ces aspects. Donc, on est dans la sociologie générale. Quand la sociologie générale est née maintenant, on va voir les branches. Donc, ici, c'est les troncs communs.
Ici, ce sont les disciplines qui ont leur autonomie. Psychologie, sociologie, sciences de l'éducation, anthropologie et autres. Maintenant, ça va être la branche des branches. On va quitter maintenant la sociologie générale, on vient à la sociologie de la santé, qui est une branche de la sociologie générale. Donc, cette sociologie de la santé, si on doit faire le tour du monde, la sociologie de la santé est née à partir des années 1950 aux États-Unis. À partir de 1950, la sociologie de la santé est née aux États-Unis. Avec qui notamment, avec Talcott Parsons, qui est un fonctionnaliste en sociologie. Talcott Parsons. Il est fonctionnaliste. Il est de l'école fonctionnaliste en sociologie, l'école fonctionnaliste en sociologie. Et ensuite, il y a eu Goffman. Et Becker. Avec Talcott Parsons, la sociologie de la santé va s'intéresser au fonctionnement des structures de santé. Fonctionnement des structures de santé, ainsi bien que les politiques qui existent dans ces structures de santé. Au départ, c'est ça, le fonctionnement des structures de santé. Mais avec les Goffman et autres, qui sont de l'école interactionniste, et ils vont étudier les notions de stigmate, la stigmatisation. Et ils vont beaucoup mettre l'accent sur les relations entre les individus qui existent dans les structures de santé. Donc, ça, c'est l'aspect interactionniste. Ici, c'est l'aspect fonctionnement. Fonctionnement des structures de santé, entendons par là aussi les politiques publiques de santé. Et ces deux auteurs vont s'intéresser, ils sont de l'école interactionniste, ils vont s'intéresser aux notions de stigmate. Maintenant, on va quitter les États-Unis. On viendra en France. En France, la sociologie de la médecine est créée à partir des années 1970. Sociologie de la médecine qui est devenue plus tard sociologie de la santé. Ça, c'est dans les années 70. Et véritablement, il faut attendre les années 1985, toujours en France, les années 1985, pour qu'on puisse réellement parler de sociologie de la santé. La sociologie de la santé s'est véritablement constituée en France à partir de l'année 85 avec l'apparition du SIDA. Le SIDA est désormais dans le laboratoire de sociologues. Les sociologues ont beaucoup travaillé sur le SIDA et c'est ce qui a donné une certaine visibilité à la sociologie de la santé.
c'est-à-dire le sida. Lorsque les sociologues se sont intéressés au sida sous différentes facettes, vraiment, on a su que la sociologie de la santé est vraiment une science qui est sérieusement liée. Ça, c'est à partir de 1985. Vous imaginez déjà que la sociologie de la santé est une discipline relativement récente. Vous voyez? Déjà en 1950, ça existait aux États-Unis, mais si vous venez au niveau de la francophonie, des zones en France, c'est à partir de 1970 et ça s'est véritablement consolidé à partir de 1985. Et si vous venez au Mali, là encore, ça va être plus récent. Parce que les spécialistes sont rares au Mali pour le moment. Ils sont vraiment rares. Donc, si on vient au Mali, je peux dire que c'est vraiment les 10 dernières années. Les 10 dernières années. On ne peut pas, je n'ai pas fait une étude spécifique par rapport au cas malien, mais je sais que c'est en tout cas après les années 1990. Il n'y a pas d'études spécifiques. La preuve, c'est quoi? C'est qu'en sociologie de la santé, moi je suis de l'université des sciences humaines, l'université des lettres des sciences humaines. Je suis là-bas. Et normalement, s'il y a beaucoup de spécialistes en sociologie de la santé, je devais avoir mes grands frères. Voilà. Malheureusement, moi je n'ai pas de grands frères dans toute cette université. Ça veut dire du point de vue académique. Ça veut dire que c'est une discipline très récente. Je n'ai pas quelqu'un en sociologie de la santé dans mon université qui soit plus gradé que moi. Or, moi, je devais avoir des frères. Donc, ça veut dire que cette discipline, c'est vraiment au Mali, elle est très récente. Je crois que pour le moment, il y a des anthropologues. Il y a des anthropologues de la santé, quelques anthropologues, je crois qu'ils sont deux ou trois. Et les sociologues de la santé, il y a un second enseignant qui est en formation, qui est sur sa thèse en sociologie de la santé, également chez nous. Et on espère que lui va finir bientôt. Sinon, c'est comme ça, ce n'est pas facile. Moi, je dois, en sciences, il faut aller toujours voir ses supérieurs académiques. Malheureusement, c'est ce qui me manque. Et des fois, je suis obligé d'aller voir le professeur Sambadé, qui est anthropologue de la santé, qui est plus gradé que nous. Voilà, ça fait une médecine. Et j'encadre même, on encadre des thèses ensemble. Il était dans mon jury de soutenance de thèse avec Akori Akuna et puis Sam. Voilà. Donc, ils étaient combien de médecins? Je crois deux médecins, trois anthropologues. Effectivement, j'aimerais savoir quelle est la différence entre la sociologie de la santé et l'anthropologie de la santé. Voilà, ça c'est une question, c'est vraiment une question pertinente. Et vous savez que la sociologie de la santé, au départ, quand vous prenez anthropologie de la santé, sociologie de la santé, au départ, la sociologie de la santé s'intéressait aux structures de santé uniquement, le fonctionnement des structures de santé uniquement. Et les anthropologues, nous les traitons souvent de villageois, parce que le champ d'intervention de la sociologie, c'est la ville. L'anthropologie, c'est le village. Donc, en santé, les sociologues, ce sont les structures de santé. Comment ces structures de santé fonctionnent? Ça, c'est au départ. Et l'anthropologie étudiait les maladies, leur évolution et les méthodes de soins. Vous voyez? Donc,
si l'autre étudie le fonctionnement des structures de santé, ça peut être les structures de santé dans les structures de soins. L'anthropologie, ce sont les maladies, étudie uniquement les maladies, et leur évolution et les soins apportés à ces maladies. Et les relations qui existent entre soignés et soignants dans le cadre du traitement de cette maladie. Maintenant, la tendance actuelle, c'est quoi? Académiquement, on doit être des sociologues et des anthropologues. C'est pour que chacun, en réalité, ait à manger, concrètement. C'est pourquoi nous avons des sociologues à part et des anthropologues à part. Sinon, la tendance actuelle, il faut se dire qu'on est plutôt socio-anthropologue de la santé. Parce que la preuve, c'est quoi? Moi, je ne peux pas faire de la sociologie pure et dure sans parler de l'anthropologie. Et les anthropologues de la santé ne pourront pas faire de l'anthropologie pure et dure sans parler de la sociologie. Donc, en réalité, il y a une complémentarité entre les deux disciplines. Moi, ma thèse, par exemple, c'est une étude socio-anthropologique des pratiques. Donc, je ne peux pas traiter uniquement l'aspect sociologique. Sinon, ça va être de la statistique, ça va être des tableaux de consort. Mais je dois ajouter les discours pour voir, au-delà de ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait. Dans le circuit de santé, c'est comme ça. Tu interroges quelqu'un tout de suite et il va te dire que bon, ici, chez nous, il n'y a pas de pollution, vraiment tout va bien. Mais il suffit de rester et d'observer et tu vas te rendre compte que c'est lui qui est à la base même de la pollution. Voilà. Donc, j'ai observé, j'ai fait une observation au Cap-Vert dans ce circuit de santé pendant une année. Je vais tous les jours, je m'assois, sans s'éloigner rien. J'observe pendant une année. Et je vois qui est qui fait quoi, et par rapport à tel discours qui est en train, je vois les écarts. Donc là, je suis en train de faire de l'anthropologie. Le mieux, c'est de dire que nous sommes des socio-anthropologues de la santé. Et dans les universités sérieuses, comme nous sommes dans une université encore en train de se constituer, dans chaque anthropologue tout près, on est plutôt socio-anthropologue de la santé. Mais académiquement, on donne des tâches. On dit que X est sociologue de la santé, il enseigne ça. Y est anthropologue de la santé, il enseigne ça. Et chez nous, c'est pareil. Des gens qui sont recrutés comme anthropologues de la santé et d'autres comme sociologues de la santé. C'est pour qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau. Sinon, dans la pratique, et la preuve, c'est quoi? Il y a un certain Abdoulaye Guillot, je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a Abdoulaye Guillot, anthropologue de la santé. Voilà. Moi, je suis ami avec lui au CAMES. Et on est en train de faire des articles ensemble, même présentement. Oui. Oui, il a écrit, effectivement. Et on est en train d'écrire des articles ensemble. Lui, anthropologue de la santé, moi, sociologue de la santé. Mais on se retrouve, on écrit des articles et chacun trouve son compte là-dedans. On n'est jamais spécifiquement sociologue de la santé, spécifiquement anthropologue de la santé. Parce qu'on ne peut pas. Au départ, il y avait une différence entre ces deux sciences. C'était au plan de la méthodologie. Au départ, quand vous prenez l'histoire de la sociologie, vous prenez l'histoire de l'anthropologie, il y avait une différence au plan de la méthodologie. Le sociologue, il est beaucoup plus quantitativiste. C'est-à-dire, il utilise les statistiques, la statistique descriptive, les tableaux, les calculs des effectifs liés et autres. Le sociologue, il faisait exclusivement ça. Et l'anthropologue, il analysait les discours des scientifiques. Mais aujourd'hui, on combine les deux. Les sociologues utilisent les quantitatifs et les qualitatifs, et l'anthropologue utilise également les quantitatifs et les qualitatifs. Et maintenant, quelle est la différence? Si différence il y avait, c'était dans le temps et c'est par rapport à l'histoire de ces sciences-là. Mais actuellement, on a tendance à fusionner les deux sciences pour donner, et c'est pourquoi à Kavala, il y avait notre département, c'est le département socio-anthropologie.
département socio-anthropologie. Maintenant, les sociologues, ils étaient mécontents, les sociologues du département, ils étaient mécontents par rapport à cette appellation. Ils disent que finalement, l'anthropologie va bouffer la sociologie. Pourquoi ils bouffent la sociologie? Ils disent socio-anthropologie. Donc, ils étaient des conflits d'intérêts. Voilà, ils n'ont pas apprécié ça. Et finalement, l'appellation qui est retenue, c'est le département de sociologie anthropologie. Voilà. Il fallait prononcer les deux. Sinon, moi, j'ai fait la flash, c'était le département socio-anthropologie. Voilà. On en a quelques. Donc, les sociologues ont dit que finalement, les anthropologues sont les plus influencés. C'était avec les prix Macri-Dugo qui étaient députés. Voilà, les Péridougou, là, ils étaient tellement influents, ils disent que s'ils ne font pas attention, l'anthropologie va bouffer la sociologie. Donc, ils sont entrés en conflit, ils disent qu'il faut changer l'appellation, il faut dire que c'est un département de sociologie et d'anthropologie. Voilà, on est à ce niveau. Sinon, en réalité, il n'y a pas la différence au plan pratique, moi je ne vois pas. Si différence il y a entre sociologie et anthropologie, c'est seulement au niveau dans le temps, c'était au niveau de la méthodologie. Maintenant, il n'y a quasiment pas de différence. Et quand vous partez à Niamey, il y a un centre de recherche appelé le NASPER, dirigé par Jean-Pierre Olivier de Sardan. Là-bas aussi, la tendance, c'est quoi? C'est une socio-anthropologie. La socio-anthropologie. De plus en plus, les gens sont spécialisés en socio-anthropologie et non en sociologie tout court ou en anthropologie tout court. Une autre preuve pour vous dire que ces deux sciences-là sont pratiquement les mêmes. À la base, moi, je suis anthropologue. J'ai une maîtrise en anthropologie. Donc, un 2A en sociologie et une thèse en sociologie de la santé. Donc, à la base, je suis anthropologue. Et si vous êtes sociologue à la base, vous pouvez terminer par faire une thèse en anthropologie. Et Abdoulaye Guindo, il est socio-anthropologue. Parce qu'avec eux, il n'y avait pas de scission. On commençait du début jusqu'à la fin. Ils sont un peu en avance sur nous. C'est une maîtrise de type socio-anthropologie. Mais quand nous sommes arrivés, il y a eu une spécialisation. Moi, j'ai fait anthropologie. Et après, j'ai fait faire sociologie. Et pour finir avec la sociologie de la santé. Donc, que vous êtes sociologue à la base, vous pouvez finir par être anthropologue. Vous êtes anthropologue à la base, vous pouvez finir par être sociologue. Donc, moi, je ne vois pas de différence présentement entre les deux disciplines. Si dans les faits, la sociologie et l'anthropologie est la même, pourquoi retirer les déterminants? Oui, en fait, il ramener des faux conflits. Non, c'est vrai. C'est pourquoi les gens ont toujours dit, les spécialistes ont toujours dit aujourd'hui que opposer les deux disciplines, c'est vraiment un faux conflit. Voilà. Dans l'histoire, quand vous regardez l'histoire, ces deux sciences n'étaient pas les mêmes, du point de vue méthodologique. Quand vous regardez leur histoire, comment la sociologie est née, comment l'anthropologie est née. Mais vous allez vous rendre compte présentement que toutes les universités convergent vers une socio-anthropologie et non spécifiquement une sociologie ou une anthropologie. Voilà. Maintenant, au plan manger, les gens doivent manger quand même. On ne va pas, les sociologues ne vont pas se diriger en anthropologue. Voilà. Il faut une démarcation entre les deux. Sinon, ce que j'enseigne, Abdoulaye Guindo peut l'enseigner. Et ce que lui enseigne, moi je peux l'enseigner. En réalité. Mais Dominique Ayro de dedans. Voilà. Et chacun, il faudrait que quelqu'un soit spécialisé, dans tel ou tel. Académiquement, c'est bien. Académiquement, c'est bien. Voilà. Donc, c'est juste ça.
Sinon, il n'y a pas de grande différence. À l'origine, oui. À l'origine, oui, mais à la fin, non. À l'origine des deux sciences, oui, il y avait une différence. Mais actuellement, on a tendance à les fusionner parce que si sociologie utilise la méthode quantitative, utilisait la méthode quantitative exclusivement, et l'anthropologie utilisait la méthode qualitative exclusivement, et que au fur et à mesure que ces sciences-là se développent, les sociologues utilisent les deux méthodes, quantitative et la méthode quantitative et qualitative. Et l'anthropologue, on voit aussi que lui, il utilise la méthode quantitative et qualitative. Donc, finalement, quelle est la différence? Parce que nous utilisons les deux méthodes ensemble. Il n'y a pas de spécificité. Il n'y a plus de spécificité. Les sujets d'études sont et les sujets d'études actuellement sont les mêmes. Et quand vous regardez la sociologie de la santé et l'anthropologie de la santé, si les anthropologues étudiaient les maladies autrefois, les sociologues les structures de santé. Maintenant, vous retrouvez les anthropologues dans les structures de santé et les sociologues sur les maladies. Maintenant, quelle est la différence? Mais dans un souci de pouvoir bien manger, voilà, on crée cette force de différence entre les disciplines. Voilà. Sinon, la tendance, il faut même l'appeler socio-anthropologie de la santé. Parce que Guindo sait pertinemment que lui, il ne peut faire une étude exclusivement anthropologique. C'est total. Et moi-même, je sais que je ne peux pas faire une étude exclusivement sociologique sans faire intervenir l'anthropologie. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, maintenant, quand vous regardez le sida, il y a une maladie, normalement, ça doit être étudié par les anthropologues. Mais maintenant, les sociologues étudient ça. Et quand vous pouvez retrouver également des anthropologues dans les structures de santé. La preuve, c'est quoi? Dr Guindo, on était tous au Gabriel Félix. Lui, il a travaillé sur la douleur chez l'enfant. Il a fait plusieurs services. Et moi, j'étais à la pédiatrie. J'ai travaillé sur la prise en charge des enfants à côté des gratuités, la prise en charge des enfants de pallier chez les enfants de moins de 5 ans. Voilà. Donc, j'ai fait la Savo-Save 1. Chez moi, c'était la pyramide sanitaire. La Savo-Save 1. Le CCF de second niveau. Et puis, Gabriel Félix. C'est pour regarder quoi? Et c'est pour regarder les relations entre soignés, soignants, c'est-à-dire les acteurs qui interviennent dans les soins, leurs relations, et quel est l'impact de cette relation sur les dysfonctionnements de la politique de gratuité. Parce que moi, je me suis rendu compte que la gratuité ne fonctionnait pas à souhait. Voilà. La gratuité, ça ne fonctionnait pas à souhait. Donc, il fallait aller voir sur le terrain comment cette gratuité fonctionne. Comment cette gratuité fonctionne. Donc, il s'agissait de voir les pratiques autour de cette gratuité. Que font les médecins en réalité qui soient contraires à l'éthique? Que font les administrateurs des structures de santé qui soient contraires à l'éthique de la santé? À la Savo-Save 1, par exemple, je suis parti, et en 3 ans d'exercice de la gratuité, on me dit qu'il y a eu un seul cas positif. J'ai dit attention, dans le sociologue, ça mérite d'être analysé. Il y a eu un seul cas positif de palu. Pendant 3 ans. avec la gratuité. Oui. Un seul cas positif de palu. Maintenant, en ma qualité de sociologue, qu'est-ce que je devais faire? Je devais interroger. Est-ce que, parce que moi, je ne pouvais pas comprendre ça. Mais ils m'ont donné des explications. Ils disent que, bon, apparemment, les TGR là ne semblent pas être des bons TGR. Ils ont donné des thèses comme ça.
soit les TDR ne sont pas bons, ou que les paludismes, quand il y a des palis, il faudrait que ça atteigne un certain nombre de trophozoïdes pour que les TDR puissent être sensibles à ça. Voilà, ils m'ont donné plusieurs discours. Même j'ai dit, je vais au-delà de ces discours. Est-ce qu'il ne faut pas interroger la formation, c'est-à-dire la qualité de ceux-là qui utilisent les TDR? Donc, je suis parti sur cette base. J'ai vu que ceux-là qui font les TDR, ce sont des étudiants de la FAS. Il y a une seule femme qui a vraiment son diplôme, mais qui n'est pas là permanemment, qui vient de temps en temps. Donc, je suis passé par un médecin qui était au programme national de lutte contre les maladies et qui était chargé de faire la formation par rapport au TDR. Donc, je l'ai interrogé. Il dit que, en ce qui concerne la qualité des TDR, là, il n'y a pas de problème. Les gens ont dit que c'est peut-être le soleil. Il dit que les TDR ont quitté ici pour Gao, en plein soleil, et ces TDR arrivés ont été testés, il n'y a pas de problème. Donc, la thèse du soleil est exclue. Et maintenant, moi, je lui ai dit, à partir de moi-même, qu'il me fasse une expérience par rapport à la pratique du TDR. Ça consistait à m'expliquer, c'est-à-dire les étapes à suivre et comment est-ce qu'il faut faire pour que le TDR puisse donner un bon résultat. Voilà. Donc, il a pratiqué sur moi-même. J'ai observé les étapes tout. Maintenant, en fonction de ça, je suis allé observer dans les laboratoires. Donc, quand il a fait, il dit, vous mettez, la goutte de sang que vous mettez ne doit pas être aussi abondante. Si c'est abondant, ça peut fausser les données. Donc, j'ai mis ça en tête. Et également, la façon de frotter, de désinfecter les doigts. On a parlé de tout ça. Il a fait l'expérience sur moi-même. Et quand je suis parti, j'ai observé environ une trentaine d'expériences avec ces étudiants. Il m'a parlé aussi, le monsieur du programme national de lutte contre le paludisme, il m'a parlé de 15, je crois 15 à 20 minutes pour qu'on puisse lire. Voilà. Donc, voilà, le temps de lecture. Quand je suis parti, je m'assois, je regarde. Par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à l'expérience que j'ai subie, je regarde. Et il y a beaucoup de monde, quand les gens, ils mettent beaucoup de gouttes de sang jusqu'à remplir. C'est comme ça qu'ils font, jusqu'à remplir. Et ils continuent, ils font autre chose, ils ne regardent même pas la montre. Et quelques minutes après, ils viennent, ils disent, bon, négatif, ils mettent ça dans la poubelle. Et quand ils disent, dès qu'ils déposent, ensuite il revient, puisque lui, il ne calcule pas, il dit négatif, moi je regarde ma montre. Donc, une trentaine d'expériences, j'ai pu faire la moyenne de la lecture. En moyenne, les gens lisent à partir de combien de minutes? Et c'était 6 minutes. Ça veut dire que les TDR sont positifs dans la poubelle. C'est dans la poubelle. Il fallait aussi voir. Voilà. C'est ce que je devais faire, malheureusement. Voilà. Ils avaient jalousement gardé le seul TDR qui était positif, ils avaient jalousement gardé ça pendant 3 ans. Et ils passaient par la coupe d'épaisse. Et dans les analyses, je me suis rendu compte que aussi la coupe d'épaisse arrange les sessions plus que les TDR. On peut intervenir. Voilà. Donc, on peut intervenir. Ah oui? On peut intervenir. Pardon? Si on peut intervenir. Oui, il n'y a pas de problème, allez-y.
Oui, c'est par rapport au TDR que vous venez d'évoquer là. Vraiment, c'est un sujet très intéressant. Ah, n'est-ce pas? D'abord, moi, je suis Hamadou Traoré, je suis actuellement même dans mon bureau dans un CESCOM. Ok. Et c'est des difficultés en réalité. Parce que les TDR qu'on nous apporte d'abord, Oui. c'est des TDR qui ne décèlent qu'une espèce, Oui. de plasmodium. Ah, Alors que oui. il y a 5 espèces qui peuvent donner le paludisme. Oui. Bon, maintenant, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que le système malien n'est pas bon. On nous dit, Oui. si le TDR est négatif, Oui. ce qui veut dire que la personne n'a pas le paludisme. Et par conséquent, tu n'as pas le droit de prescrire un antipaludien parce que le TDR est négatif. Oui, oui. Et ça sent bien que le TDR que nous avons ne décèle que le Plasmodium falciparum, alors que les autres espèces sont là. Et nous savons actuellement que ces espèces-là commencent à être fréquentes dans nos espaces. Donc, vraiment, ça, c'est une grande difficulté. Ça, c'est la première chose. Oui. Et deuxièmement, vous avez parlé aussi du temps. Extrêmement important à un moment donné. Oui. Nous avons douté même de la qualité de nos TDR. Oh, oui, oui. Sachant qu'à un moment donné, on a fait plusieurs fois des TDR. Mais tous ces TDR-là révélaient négatif. Oui, oui, oui. Et dans une de nos rencontres mensuelles, il y a un DTC qui dit qu'il doute de ces TDR-là. Oui, oui. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a quelqu'un qui dit non, tu ne tiens pas compte du temps. Oui, le temps. Tu ne tiens pas compte le temps. Oui. Parce que, vous voyez, maintenant, moi, je suis dans mon bureau, c'est un pays. Oui. Et j'ai plus de 20 à 30%. Tout le monde veut aller en même temps. Voilà. Bon, tu ne peux pas faire en même temps les TDR, faire des consultations. Voilà. Donc, j'aimerais en venir par là, l'insuffisance de personnel. Tu es obligé de donner à un stagiaire. Voilà. Bon, si tu ne le suis pas, lui, il te dira négatif. Oui, j'ai analysé tous ces aspects. Oui. J'ai analysé. Oui, allez-y. Ce qui est très important par rapport à ce que vous avez dit, et moi-même, il m'est arrivé plusieurs fois de dire que le TDR est négatif. Oui. Et après quelques instants, aller chercher le malade parce que je vois encore une trace. Oui. C'est ce qui veut dire qu'on est impatient par rapport au temps. Oui. Bon, je voulais faire ces remarques-là. Voilà, c'est très intéressant, la question du temps. Et lorsque j'étais au CCRF de second niveau, les termes qui venaient le plus souvent, c'est quoi? Ici, nous travaillons comme des âmes. Voilà, parce qu'en réalité, il y a insuffisance de personnel. Donc, ces gens-là, ils sont au four et au moulin. Or, quand vous regardez le référentiel de l'OMS en matière de consultation, voilà, ça doit être les 20 malades, je crois bien. Mais nous, on n'obéit jamais